Madame, monsieur, bonjour. En 2009, le 13 octobre a été désigné par les Nations Unies comme la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. Le gouvernement a choisi de s'inscrire dans cette démarche en instaurant en France une journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques. Et ce 13 octobre 2023, c'est la deuxième édition de la journée. Tous résilients face aux risques. Il s'agit de développer la culture sur les risques naturels et technologiques, d'acquérir les bons réflexes, savoir se prémunir et réagir aux risques naturels, inondations, feux de forêt, tempêtes, séismes et technologiques, accidents industriels, pollution, radiation. C'est dans ce cadre que nous vous proposons cette émission spéciale préparée en collaboration avec les services de la préfecture du Tarn-et-Garonne. Autour de la table, monsieur le préfet Vincent Roberti, bonjour. Bonjour. Qui je demanderai de nous présenter le cadre de cette journée nationale, ce qu'elle signifie en Tarn-et-Garonne et autour de l'exemple de l'exercice nucléaire du 7 juin dernier, vous nous direz comment s'organise la gestion de crise dans notre département. Le colonel Olivier Théron, directeur du service départemental d'incendie, bonjour. Bonjour. Et de secours, SDIS. Vous nous présenterez les moyens et les modes d'intervention du SDIS. Vous nous donnerez des conseils sur les comportements à adopter en cas de catastrophe naturelle ou industrielle. Madame la directrice déléguée de la centrale nucléaire de Golfech, Anne Poirier, bonjour. Bonjour. Vous nous direz ce qui est mis en place pour prévenir le risque nucléaire et ce qui sera mis en place en cas d'accident. On parlera en particulier du PPI, le plan particulier d'intervention. Ou surtout du PUI, du plan d'urgence interne, puisque le PPI est du ressort de monsieur le préfet. D'accord, le PUI donc. Marie-Claude Berly, bonjour. Première adjointe à la mairie de Montauban, déléguée à l'urbanisme, l'aménagement des territoires et au développement durable. On parlera avec vous de la prévention, de la gestion des risques d'inondation à Montauban. Bonjour. Bonjour. Et on en parlera aussi avec monsieur Stéphane Thuyer, maire de Verdun-sur-Garonne. Avec vous, on reviendra sur la dernière inondation de votre commune en 2022. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le préfet, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de cette journée ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous donner l'opportunité ici à l'État, bien sûr, aux SDIS, aux collectivités, au CNPE, de partager notre expérience de gestion de crise et pouvoir échanger sur la préparation collective de ces risques. Je crois que c'est une démarche essentielle pour essayer de sensibiliser, d'acculturer nos concitoyens aux risques majeurs. Chacun d'entre nous est un acteur. S'il faut avoir ça en tête, on est un acteur de la gestion de crise. Et on ne le sait pas, on le dit peut-être pas assez, mais le Code de sécurité intérieure prévoit que toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. Donc on est là dans ce cadre effectivement de la Journée nationale de la résilience, qui sera le 13 octobre et a été désignée par le gouvernement comme journée nationale, notamment parce qu'on est en même temps sur la Journée internationale de réduction des crises et des risques pendant les catastrophes. Or, ces risques peuvent être de toute nature, souvent naturels. On pense aux incendies, on pense aux inondations, on pense aux orages aussi, des orages violents. Mais ils peuvent être également technologiques ou industriels. Ça peut être le cas du risque nucléaire ou du risque Seveso sur certains sites dans le département, puisqu'on a pas mal de sites Seveso dans ce département. Et en Tarn-et-Garonne, justement, quels sont les risques majeurs auxquels on est exposé ? Alors, on a le risque nucléaire parce que, par nature, on a une centrale nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des risques nucléaires, pour pas non plus que les auditeurs pensent que ce risque est existant. Mais il faut se préparer, même si on est le pays au monde mieux préparé à ce type de risque. Nous n'avons jamais eu d'incident ou d'accident nucléaire. Il y a le risque Seveso d'entreprises qui peuvent avoir des risques autour dans un périmètre donné dans le département. Mais on a surtout les risques naturels dans ce département, c'est les inondations. Et on verra au cours de notre réunion ce matin que certains ont connu ce risque d'inondation et pourront témoigner. Le risque incendie, encore cette année, on a eu quelques incendies dans ce département. Et puis le risque climatologique, puisqu'on voit qu'on a des orages de plus en plus violents qui peuvent avoir des dégâts. Et donc, il faut se préparer, être sensibilisé pour mieux réagir en cas de survenance de ce risque. Alors, et quels sont les moyens de prévention ? Alors, les moyens de prévention sont, je dirais, propres à chacun des risques. Nous avons, à la préfecture, préparé des plans particuliers d'intervention. C'est-à-dire, que fait-on
lorsque le risque arrive. Comment on alerte la population? Qu'est-ce qu'on leur dit? Les attitudes et les comportements ne sont pas forcément les mêmes selon les risques. Et donc, on prépare ce qu'on appelle des fiches actions qui sont de dire comment on se coordonne entre tous les acteurs des risques, qui sont les collectivités locales, sont les services de secours, que peuvent être les entreprises quand c'est un risque industriel, pour être le plus à même de réagir et de protéger, puisqu'il s'agit de cela, de protéger d'abord les vies humaines et ensuite les sites en cas de risque. Je vais donner la parole maintenant au colonel Théron. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez donc le SDIS, Service départemental d'incendie et de secours du Tarn-et-Garonne. Est-ce que vous pouvez nous présenter le SDIS dans ses grandes lignes? Le service départemental d'incendie et de secours, donc le SDIS, donc les sapeurs-pompiers, comme ils m'ont appelé, ce sont 1200 agents qui travaillent pour porter secours à la population, essentiellement 1100 pompiers, donc avec une grosse centaine de sapeurs-pompiers professionnels et environ 1000 sapeurs-pompiers volontaires. Donc ces jeunes-là sont formés au secours, j'allais dire classique, mais aussi au secours spécialisé, tel que ça a été dit, pour faire face aux risques et catastrophes, que ce soit des catastrophes naturelles, et on parle aujourd'hui d'inondations, ou catastrophes telles que d'éventuellement lutter contre une pollution, ou contre le risque nucléaire s'il venait à s'avérer. Est-ce qu'il y a des sapeurs-pompiers spécialisés dans les catastrophes naturelles et industrielles? Alors, tous les sapeurs-pompiers ont une formation initiale qui leur permet d'être acteurs de cette lutte contre les catastrophes naturelles, mais effectivement, ensuite nous avons des niveaux de spécialité. Alors, pour ce qui est du risque nucléaire, par exemple, nous avons environ 70 agents qui sont formés. Nous avons une petite particularité dans le département du Tarn-et-Garonne, c'est que nous avons une équipe interdépartementale. Nous travaillons avec nos collègues du service départemental d'incendie et de secours du Lot-et-Garonne et du Gers, donc une équipe qui fonctionne avec les 3 départements et qui nous permet, en mettant chacun nos moyens dans une équipe interdépartementale, d'être probablement plus efficace. Ensuite, sur le risque inondation, le département du Tarn-et-Garonne est un département qui, je crois, a été fortement marqué par les inondations de 1930. On parle de Moissac, tout le monde parle de plus de quasiment 120 morts. C'était quelque chose de très fort, et donc c'est construit, le service départemental s'est construit sur ce risque majeur dans le département. Donc nous avons une équipe nautique qui est assez conséquente, puisque nous avons une quinzaine de sauveteurs subaquatiques, donc les plongeurs, les hommes grenouilles comme nous appelions avant, et nous avons une quarantaine de sauveteurs nautiques. Donc ça, c'est une spécialité qui est assez récente et qui permet de prendre en charge les inondations et notamment la mise en sécurité des personnes. Voilà. Alors, dans les années 80, la sirène servait à prévenir les pompiers volontaires et ils devaient rejoindre la caserne. On l'entend sonner de temps en temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on doit faire quand on l'entend, cette sirène? Alors, la sirène avait un double usage, un usage pour alerter les populations, mais aussi un usage pour alerter les sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent se rendre dans la caserne et partir en intervention. Ce pouvait être aussi une source de confusion, parce qu'elle sonnait souvent, et souvent les populations n'avaient pas intérêt, n'avaient aucune consigne particulière quand elle sonnait, puisque c'était pour alerter nos pompiers. On savait que 3 fois c'était un feu, 4 fois c'était un accident de voiture. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis une dizaine d'années, ou même bientôt une quinzaine d'années, nous avons des appareils sélectifs, c'est-à-dire, on appelle ça la gestion individuelle, c'est-à-dire que chaque sapeur-pompier a un petit appareil qui lui permet d'être appelé individuellement pour partir en intervention. Donc aujourd'hui, quand la sirène sonne, ce n'est plus pour alerter les sapeurs-pompiers. Donc, c'est pour alerter les populations qui, en cas de crise, doivent se mettre à l'abri et surtout se rapprocher se mettre dans une pièce sécurisée, écouter la radio, écouter les consignes. Et ce point-là d'écouter les consignes, je crois que si on devait retenir quelque chose, quelles consignes donner aux populations, c'est vraiment d'être respectueuse des consignes qui sont données aux populations. Je pense, par exemple, les difficultés que cela nous pose d'aller secourir des personnes parce qu'ils n'ont pas respecté une barrière qui a été mise sur une route. Peut-être monsieur le maire de Verdun nous en dira un mot tout à l'heure, mais c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'on peut éviter le drame et les gens franchissent la barrière et se mettent en difficulté. Donc, mettons nos sapeurs secouristes en difficulté pour aller leur apporter secours. Donc on l'entend de temps en temps, mais de moins en moins souvent quand même, cette sirène. Est-ce que on va l'entendre un peu plus souvent ? Et quand est-ce que... Je sais qu'on l'entend tous les premiers mercredis du mois, non? Ou les troisièmes, je ne sais plus. Il y a les essais qui sont faits régulièrement, effectivement. Mais chaque population, chaque habitant qui est dans une zone concernée par les sirènes a dû recevoir et reçoit un petit fascicule. C'est le cas notamment pour ceux qui sont à proximité du CNPE. Et donc tout est bien détaillé dans ce fascicule. Donc il faut encourager ceux qui n'ont pas le fascicule et qui leur dit quelle est la conduite à tenir à se le procurer. Il est disponible notamment sur le site de la préfecture. Et donc il faut être aussi, comme ça a été dit par monsieur le préfet,
acteur de sa propre sécurité. Et effectivement, il y a des mesures d'anticipation, ce sont les plans de secours. Il y a des mesures de secours, c'est quand on engage le moyen. Et après, on est sur une troisième phase de soutien quand la crise est passée. Alors, et quels sont les bons réflexes que doivent adopter les citoyens pour se prémunir des risques en cas de catastrophe? Vous nous l'avez un peu dit, c'est s'enfermer dès qu'on entend la sirène et s'informer. Déjà, chaque risque, il y a des consignes qui peuvent donner selon chaque risque. Donc, la première consigne, c'est d'être attentif et se dire que ça n'arrive pas qu'ailleurs. Donc, de s'intéresser à ce qu'on doit faire comme mesure de prévention avant que ça arrive. Quand la sirène sonne, si je ne me suis pas posé la question pourquoi la sirène pouvait sonner par rapport au lieu de ma résidence, c'est déjà un petit peu trop tard. Donc déjà, c'est en amont, être conscient qu'il y a des dangers, que les autorités et les services de secours sont acteurs et vont être là quand il y aura besoin, mais que ça commence par le citoyen qui va devoir s'informer du risque dans lequel il est. Alors aujourd'hui, quand vous achetez une maison, par exemple, on vous donne la liste des risques auxquels vous êtes soumis, donc il faut s'intéresser à ça aussi. Et ensuite, une fois que ça sonne, il faut avoir conscience que c'est ces petites actions des uns et des autres qui vont permettre aux secours de décliner leur plan et de décliner leur plan dans de bonnes conditions parce que les populations auront en amont pris les mesures qu'il fallait. Elle a sonné en 2022 ou en 2023, la sirène ? Non, pas à ma connaissance, elle n'a pas sonné, puisqu'effectivement, la sirène, c'est une chose, mais il faut aussi... Quand j'habite au bord d'un cours d'eau, je dois, et puis aujourd'hui, les populations le savent, c'est souvent les anciens qui ont un petit peu passé le message, mais quand j'habite au cours d'un cours d'eau, je dois savoir où les routes vont être coupées, je dois savoir que l'eau va monter chez moi, et qu'est-ce que je dois faire quand l'eau monte chez moi. On voit trop souvent des gens qui ne veulent pas évacuer, par exemple, quand on leur dit d'évacuer, et pourtant, souvent, l'alerte, on a aujourd'hui le service de prévision des crues, il y a plein d'instruments qui sont extrêmement performants et qui permettent d'anticiper, contrairement peut-être dans les années 30 où il n'y avait pas ces instruments-là. Aujourd'hui, on peut anticiper le risque, sauf que parfois, on se retrouve à aller chercher avec des bateaux ou des moyens de secours qui sont quand même difficiles à mettre en œuvre, des gens à qui on avait dit 2 heures avant, il faut que vous quittiez votre habitation parce que l'eau va monter, vous allez être encerclé. Les gens ne quittent pas l'habitation, se retrouvent encerclés, se mettent en danger les secours. C'est pour ça que vraiment écouter les consignes, c'est quelque chose de fondamental. Et quand, sous l'autorité de monsieur le préfet, les services, que ce soit nos collègues gendarmes, policiers ou les communes, donnent des consignes, c'est certainement pas pour embêter les gens, mais c'est pour les mettre en sécurité avant que la catastrophe arrive. Oui, encore faut-il savoir où trouver les consignes. Alors, c'est important ce que dit le colonel Théron, parce que il n'y a pas pire que de réagir à l'envers de ce qu'on voudrait qu'on réagisse. Chaque crise ou chaque catastrophe a son mode de réaction. On parle des inondations, il faut plutôt quitter le lieu au moment avant que l'eau n'arrive. Quand on est sur un risque nucléaire, il faut se calfeutrer et rester chez soi. Donc on peut avoir une attitude différente d'un risque à l'autre. L'autre point important aussi, que faire ? Surtout ne pas téléphoner. Parce qu'en téléphonant, on encombre le réseau téléphonique et donc on n'arrive plus à joindre les secours. Et il faut laisser effectivement les secours pouvoir se propager, pouvoir alerter. Et donc plutôt utiliser les SMS. Et dans ce cadre, on parlait des sirènes tout à l'heure, d'alerte. On a testé un nouveau dispositif d'alerte qui s'appelle FR Alert, qui consiste à envoyer sous forme de pop-up, de SMS, de manière intrusive, de téléphoner et des SMS, dans une zone autour du risque. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans cette zone-là, on n'a pas besoin de connaître leur numéro de téléphone, recevront un message pour indiquer quel est le risque et l'attitude à avoir. Et ça, c'est important de suivre les instructions. C'est vrai que les réflexes que l'on a quand on a une crise grave qui se passe par exemple près d'une école, on se dit mince, mes enfants sont à l'école, je fonce à l'école. Et c'est pas forcément la meilleure des choses à faire puisqu'on va encombrer la circulation et on va gêner les secours si jamais on a besoin d'arriver sur place. Donc voilà, bien écouter les instructions et ne pas téléphoner. S'il y avait 2 choses à retenir, ce serait peut-être celle-là. Vous écoutez CFM, c'est une émission spéciale sur ce 13 octobre, la 2e journée, tous résilients face aux risques. Autour de la table, monsieur le préfet du Tarn-et-Garonne, le colonel Théron, directeur du SDIS, la directrice du CNPE de Golfech, Marie-Claude Berly de la ville de Montauban et Stéphane Thuillère, maire de Verdun-sur-Garonne. Je continue mon tour de table avec vous. Anne Poirier, vous êtes la directrice de la centrale nucléaire de Golfech. Qu'est-ce qui est mis en place comme moyen de prévention d'incidents nucléaires ? Alors, effectivement, tout d'abord, nous mettons tout en œuvre pour prévenir le risque. Donc, notre mission première, c'est de produire de l'électricité en toute sûreté. Et pour nous, la sûreté, c'est quoi concrètement ? C'est d'assurer la protection de la population,
les personnes qui travaillent sur le site et l'environnement en permanence. Et ce, en mettant des moyens organisationnels, matériels et humains. Et en fait, on garantit la sûreté des installations en permanence. Et ça, à la conception et pendant tout le cycle de vie de la centrale. Notre ADN, c'est d'être sans cesse préoccupé par l'amélioration de ce niveau de sûreté. Donc il y a un département spécial sur la prévention des risques à la centrale de Golfech. Alors, tout d'abord, en fait, quand on travaille dans le nucléaire, et notamment à la centrale de Golfech, on est formé pour acquérir ce qu'on appelle la culture sûreté, puisque la sûreté nucléaire, c'est l'affaire de tout travailleur à la centrale. Alors, on va prendre l'exercice nucléaire du 7 juin en exemple. Qu'est-ce qu'il est censé s'être passé le 7 juin dernier ? Il y a eu un risque majeur d'incident nucléaire, ou d'accident d'ailleurs. Je ne sais pas peut-être quelle est la différence quand on dit incident ou accident nucléaire. Dites-moi. Alors, la différence entre accident et incident, ça va être l'échelle INES, une échelle internationale qui va permettre de déterminer en fonction de est-ce qu'il y a un impact sur le site, à l'extérieur du site. Voilà, tout ça, c'est une graduation et c'est lié à une échelle internationale, l'échelle INES. Bon, et alors, le 7 juin dernier, donc dans le cadre d'un exercice, on est bien d'accord, c'était un incident ou un accident ? Qu'est-ce que c'était, monsieur le préfet ? Alors en fait, peut-être juste avant de répondre à ces questions, c'est de rappeler ce qu'est un exercice. Parce qu'un exercice, c'est une simulation, mais qui peut faire intervenir des acteurs comme si l'incident ou l'accident s'était réellement passé. Donc on a un scénario qui est défini, qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît, que moi ne connais, ni le préfet, pour se mettre dans des conditions réelles et voir si les services se coordonnent bien dans la réaction, dans l'information publique, dans la réaction, dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Donc on découvre le matin à 8h30, au début, d'un incident de faible ampleur qui va plutôt être à l'intérieur du CNPE, de la centrale. Et puis petit à petit, on sent que ça va toucher l'extérieur et de plus en plus fort. Et c'est comment, en fait, on va monter en charge et on va adapter la réponse à l'accident ou à l'incident. Et c'est cet exercice qui est grandeur nature, qui va permettre de s'améliorer pour les réels accidents. Qui a fait le scénario ? Alors c'est l'autorité de sécurité nucléaire avec l'IRSN, qui sont des instituts nationaux et qui gèrent la sécurité nucléaire en France et qui définissent dans toutes les centrales, on a 19 centrales en France, un scénario type tous les 5 ans. Et chacune des centrales, tous les 5 ans, ont un exercice que l'on fait découvrir aux acteurs locaux le jour même. D'accord. Et donc, il s'est passé quoi le 7 juin dernier à la centrale de Golfech ? Dans le cadre de l'exercice. Un accident ou un incident. Alors, ça s'est terminé par plutôt ce qu'on qualifierait d'accident. D'accord. Mais ça reste dans le cadre d'un exercice. Oui, on a imaginé quoi ? Une grosse fuite, une explosion qu'est-ce que c'était ? Oui, on a imaginé une fuite du générateur de vapeur et qui partait à l'externe, donc avec des rejets radioactifs. D'accord. Voilà. Mais faut savoir que, en fait, comme l'a dit monsieur le préfet, ces exercices-là sont très importants pour nous dans le cadre de notre amélioration continue et de l'entraînement. En fait, on se prépare à faire face aux risques et quoi de mieux que d'être entraîné. Donc, on a 330 astreintes, on va dire personnes d'astreinte en fait, qui sont formées et qui sont capables de faire face à une situation délicate. Donc, ce que je peux quand même dire, c'est que en fait, la probabilité qu'un risque nucléaire survienne du fait de la centrale nucléaire de Golfech est extrêmement faible du fait de toutes les dispositions qu'on met en place depuis la conception et en phase d'exploitation. Par contre, on a bien, en tant qu'exploitant nucléaire responsable, mis en place un dispositif qui s'appelle le plan d'urgence
interne et qui va permettre de manière immédiate de mobiliser les moyens techniques, organisationnels et humains pour faire face à une situation. D'accord, ça c'est en interne, hein. Ça, c'est différent en interne du PPI dont on va parler en suivant avec Monsieur le Préfet. En interne, mais c'est très interfacé avec le PPI, le plan particulier d'intervention, qui est du ressort de Monsieur le Préfet. Nous, le plan d'urgence interne, il est de la responsabilité du directeur de site et il va permettre de décider et de mener les actions en interne site. Et en plus, il va permettre, et c'est particulièrement important, d'alerter et d'informer les pouvoirs publics, l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN, et de communiquer avec les médias. Et donc, ce fameux PPI, plan particulier d'intervention, Monsieur le Préfet, vous pouvez nous le décrire ? Comment ça se passe ? On imagine un grand bureau où tout le monde est installé en cas de crise, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle un CO2, un centre opérationnel et de décision, où on va réunir très rapidement à la préfecture dans une salle dédiée à cela, c'est-à-dire une salle qui est faite avec on imagine des îlots où on va avoir le SAMU d'un côté, les pompiers de l'autre, les militaires, les services de la préfecture, la DDT, la gendarmerie, la police. On imagine des îlots dans une grande salle où chacun est concentré sur ses missions, mais en connexion avec les autres acteurs. Et le fait que ce soit dans une même salle avec un pilotage de l'ensemble permet de coordonner complètement ces actions. Dans ce PPI, on prévoit qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tel type de risque. On a aussi l'ensemble des numéros de téléphone, des maires qu'il faut appeler, des industries quand l'accident peut être industriel, qui au ministère peut être sollicité, qui doit être coordonné avec qui. Et donc on organise cela sur l'opérationnel. Et puis à côté, mais des cellules vraiment très proches, souvent dans la même salle ou dans une salle à côté, on peut avoir la partie médiatique, parce qu'il faut informer, il faut informer les médias et donc la population, et une partie qui va être réservée aux usagers, c'est-à-dire ceux qui vont, on a un accident, il peut y avoir des blessés, voire pire des morts, donc les familles s'inquiètent, qui j'appelle, comment je peux avoir de l'information, comment je peux être rassuré, et donc voilà, on a dans ce même ensemble une partie liée à l'extérieur, presse et usagers, et donc l'idée c'est de coordonner l'ensemble des acteurs. Par exemple, dans le cadre de toujours pareil, de l'exercice du 7 juin dernier, moi la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de prendre une pastille d'iode et de manger une pastille d'iode quand j'habite près de Golfech. Est-ce que ça fait partie des choses qui vont être déployées dans le cadre de ce PPI, c'est-à-dire d'être sûr que chacun a une pastille d'iode à avaler? Alors vous me regardez, mais il vaudrait mieux regarder Monsieur le Préfet, parce que les mesures... Je vous remercie de cette question, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant la crise, l'ensemble des pharmacies dans un périmètre donné, si on prend par exemple la centrale de Golfech, dans un rayon de 20 km, les officines ont un certain nombre de pastilles d'iode, et EDF, qui est en fait l'opérateur qui gère cette centrale, envoie à l'ensemble des habitants un bon qui leur permet d'aller à la pharmacie retirer leur boîte de pastilles d'iode. Tous ne le font pas. Tous ne font pas, donc on a cette première, par prévention, distribution qui existe. On a certaines personnes qui ont des pastilles d'iode chez elles. Il faut qu'elles regardent régulièrement si elles sont pas périmées. Et quand elles le sont, elles ont le droit d'aller en chercher d'autres. Et puis, si jamais la crise se passe et que certaines n'ont pas de pastilles d'iode, il va falloir pouvoir en distribuer très rapidement. Et donc là, c'est l'État qui reprend la main, puisqu'on est en crise, et on va distribuer les pastilles d'iode aux personnes qui en ont le plus besoin. Et on va surtout viser dans l'urgence, dans la répartition, d'abord les personnes les plus fragiles et puis ensuite l'ensemble de la population. Alors c'est pour ça que c'est important pour les auditeurs qui habitent autour de centres ici pour Golfech, d'aller chercher ces boîtes de pastilles d'iode.
quand il n'y a pas la crise, pour les avoir en cas de crise. Ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. On reçoit un coupon en disant, bon, j'irai, je le pose sur la commode, j'irai plus tard, et puis on l'oublie, puis le coupon, on le perd, et puis on n'y pense plus. Mais voilà, dans des bons réflexes à avoir, les bons gestes, c'est d'aller chercher sa boîte. Cet entraînement qui a eu lieu le 7 juin dernier pour la centrale nucléaire de Golfech, vous nous avez dit que c'est à peu près tous les 5 ans qu'il y avait un exercice comme ça qui se faisait, Madame la directrice. Est-ce qu'il y a d'autres entraînements pour les autres catastrophes naturelles ou technologiques, puisqu'on va parler maintenant d'inondations, par exemple, Monsieur le Préfet? Oui, on fait des entraînements régulièrement. On fait à peu près 4 à 5 entraînements par an à la préfecture. On peut faire un entraînement attentat, on peut faire un entraînement accident majeur sur une voie de circulation, on peut faire un entraînement incendie, on peut faire... Voilà, il y a tout type d'entraînement qui ne sollicitent pas forcément toujours les mêmes acteurs. Alors, il y a des acteurs qu'on revoit tout le temps, hein, le SAMU, le SDIS, etc. Et puis il y a d'autres acteurs qu'on voit dans certains événements. Et donc ça, c'est un entraînement qu'il faut faire régulièrement pour que les équipes soient habitués à être sollicités et à réagir. C'est comme un entraînement pour un match de foot ou de rugby. Plus on s'entraîne, meilleur on est. Donc les acteurs sont entraînés régulièrement. On essaye avec cette journée d'entraîner aussi les populations. Alors on va quitter le champ des catastrophes technologiques pour un petit moment. On va entrer dans celui des catastrophes naturelles avec l'exemple des inondations. Marie-Claude Berly, comment la ville de Montauban se prémunit contre les inondations ? Alors, se prémunir, c'est un bien grand mot parce qu'hélas, quelquefois, l'eau, elle nous arrive et on ne sait pas trop comment elle arrive. Donc, en fait, dès qu'on est à l'échelle du Pont-Vieux à hauteur de 3 mètres, nous sommes en relation directe avec les services de la préfecture et on est en préalerte. Préalerte, ça veut dire qu'on commence à mobiliser un certain nombre de personnes en disant si ça continue à monter, peut-être qu'il va falloir faire quelque chose. On fait quelque chose, effectivement, on met en place à la demande de la préfecture et de la DREAL notre cellule de crise à 4,50 m à l'échelle du Pont-Vieux. À partir de ça, on crée notre cellule de crise là aussi dans un bureau spécifique de la ville de Montauban dans lequel on installe les services concernés. Une petite cellule qui s'appelle GEDICOM parce que nous avons mis en place pour l'alerte à la population, il y a environ 5000 personnes qui sont qui pourraient être atteintes par ce risque d'inondation sur le Tarn. On a GEDICOM, qui est un automate d'appel qui permet de relayer les informations vers tous les habitants de Sapiac, Villebourbon, Pouty et la Bastiole, sans les alerter d'abord en premier chef, mais en leur disant qu'il faut peut-être se préparer. Et puis, une fois que la cellule de crise est mise en place, on travaille avec la DREAL, la préfecture, les pompiers, le SAMU et tout ce qui va bien pour essayer au fur et à mesure que l'eau va monter, que le Tarn va gronder, le Tescou aussi, organiser l'hébergement des personnes qu'il va falloir évacuer. Quand on met en place le GEDICOM et que les gens sont avertis, ils doivent nous répondre. S'ils ne répondent pas, la police municipale va sur place pour s'apercevoir, pour savoir si les riverains sont encore chez eux ou s'ils ne sont pas chez eux. Bien évidemment, en cas de risque, c'est comme les risques nucléaires, c'est comme tous ces risques-là, accidents, la principale préoccupation de chacun, que ce soit le SAMU, les pompiers, la préfecture ou nous, c'est effectivement sauvegarder toutes les populations. Donc à partir de 4,50 m, on met en œuvre la cellule de crise et puis on commence à mobiliser. On est en lien aussi avec le conseil départemental qui, au préalable, on a négocié avec eux, pas négocié avec eux, mais on a vu avec eux quelles étaient les routes à fermer en priorité. Et dès qu'on est à 4,50 m, le conseil départemental et la voirie de Montauban se mettent en chemin pour fermer les routes qui risquent d'être un peu inondées, pour effectivement pas rajouter de l'inondation à l'inondation. Et je croyais que vous alliez me parler en termes de prévention de ces grandes portes anti-inondation dont s'est doté Montauban il y a quelques années. Est-ce qu'on les a vues fonctionner Oui, déjà? elles ont déjà fonctionné. Bien sûr qu'elles ont fonctionné. Elles ont fonctionné la dernière fois en 2014 où c'est la dernière crue un peu significative. On était à 7,20 m, ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même un peu énorme. Donc effectivement, la ville de Montauban a mis en place en 2005, je crois, un certain nombre de protections contre les crues. Avec les évolutions, tout cela va évoluer également. Donc oui, on a vu fonctionner ce système anti-crue. Après, quelquefois, quand la crue est trop importante, tous ces ouvrages deviennent transparents. C'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, dès qu'on est à la cote d'alerte de 4,50, tout se met en œuvre.
tout est coordonné. Nous avons des bons relais à la préfecture. D'ailleurs, c'est la préfecture. C'est la préfecture qui pilote oui, c'est la préfecture Parce que j'imagine qui pilote. Que le colonel Théron et ses hommes, ils doivent prendre les consignes de quelque part. C'est effectivement la préfecture qui pilote. Et nous, on est derrière et enfin, pas obéir, c'est pas obéir, mais on travaille tous de concert, tous les services concernés, que ce soit les services de l'État, ceux de la mairie, ceux du département, voire de la région. On travaille ensemble pour qu'effectivement on puisse parer au plus pressé. En 2014, on a été un peu surpris de la montée rapide de l'eau du Tarn et c'est comme ça qu'on a fait venir la fourrière sur les berges du Tarn parce qu'il a fallu évacuer toutes les voitures et ça, on n'avait pas anticipé. Voilà. Donc, il arrive aussi d'avoir quelquefois des surprises mauvaises, quelquefois des bonnes surprises, puisque en 2014, nous n'avons pas eu à sortir les habitants de leur habitation. À Montauban, on parle de Montauban, oui, bien sûr. Des inondations, il y en a eu ailleurs. Il n'y a pas si longtemps que ça chez vous. Stéphane Thuillère, vous êtes donc maire de Verdun-sur-Garonne. Racontez-nous l'inondation qu'a subie votre commune. En 2022. Ouais, en 2022. En 2022, donc... hiver un peu original parce qu'il y avait eu déjà une inondation en décembre 2021 et un mois après il y avait eu une nouvelle inondation en janvier 2022. Ce n'était jamais arrivé d'avoir 2 inondations dans le même hiver. Donc celle de décembre était déjà une alerte, mais celle de janvier avait été assez importante parce que la hauteur était à 6 mètres et quelques, 6 mètres 30, quelque chose par là. Donc une hauteur qui avait été rarement atteinte depuis les années 2000. Et sur la durée aussi, c'était plus de 24 heures d'inondation. Donc une crue conséquente. Comme le disait Madame Berly, c'était aussi une originalité parce qu'on a été... la vitesse de la crue et la hauteur a été aussi une surprise. Nous sommes connectés à Vigicru, qui nous permet d'avoir des informations sur les hauteurs prévisionnelles aussi. Sauf que là, la Garonne a grondé plus fort que prévu pendant la nuit. Donc la surprise a été autant pour les riverains que pour les services techniques aussi ou pour la commune. Pour autant... Comme le disait Madame Berly, avant que l'inondation arrive, il y a une phase d'information. Donc, sur Verdun-sur-Garonne, le seuil d'alerte est à 3,50 m. Et à partir de là, se mettent en place plusieurs informations, plusieurs actions. Donc, sur la commune, c'est pas GEDICOM, mais c'est une autre application qui s'appelle Ring, qui permet d'informer les administrés. Donc, il y a un envoi de texto automatique ou de coups de fil automatique pour prévenir les riverains concernés qui sont en préalerte. Et ensuite, tout le long de la crue, il y a une information qui peut leur être envoyée autant que nécessaire. Et en parallèle, il y a des coups de fil qui sont donnés aux administrés les plus sensibles ou en difficulté, ceux qui auraient besoin d'intervention médicale ou autre. Donc ça, cette phase d'information, elle avait eu lieu en janvier 2022 avec cette information. Le fait est que la Garonne a grondé fortement. Donc après cette phase d'information, malgré la fermeture de routes aussi, comme le disait le commandant du SDIS, les routes sont effectivement fermées par les services techniques dès la phase d'alerte. Mais pour autant, pendant la crue, on se retrouve chaque fois avec des administrés ou même des personnes qui n'habitent pas dans le secteur de la Garonne débordante, qui osent passer à travers et qui se retrouvent en difficulté avec une obligation d'intervention des pompiers. Ensuite, c'est la phase de la gestion de la crue. Donc cette crue a été originale par son intensité et aussi en termes d'organisation. Donc merci une nouvelle fois aux pompiers parce qu'il y a eu un mode d'organisation qui n'avait jamais été mis en place. Le poste de commandement a été délocalisé au centre de secours à Verdun, avec une cellule de crise dédiée, des rendez-vous le matin et le soir pour faire un point le matin vers qui allaient s'organiser les secours et le soir pour faire un débrief de ce qui s'était passé en journée. Donc c'était une organisation assez intense. Côté commune, il y a une habitude, ou en tout cas il y a des données qui existent pour cartographier la commune, avoir une liste des administrés, leur parcelle, leur adresse. Donc tout ça avait été mis en place et du coup il y avait une organisation entre les services techniques, les pompiers et la Croix-Rouge pour gérer les personnes qui auraient eu des difficultés et qui nécessitaient une évacuation, quoi. Colonel Théron, c'est vous le bras armé, vous et vos hommes, vous êtes à chaque fois sur le terrain. Peut-être qu'il faut, à ce moment du débat, parler de l'organisation des secours sur le terrain. En fait, les sapeurs-pompiers, le responsable des sapeurs-pompiers sur le terrain est ce qu'on appelle le commandant des opérations de secours. On appelle ça le COS. Et il intervient sous les ordres d'une personne qui s'appelle le directeur des opérations de secours, qui est le DOS. Et dans le cas d'une intervention qui se passe sur une seule commune, c'est le maire qui est le directeur des opérations de secours et qui travaille donc avec le responsable des pompiers sur le terrain pour définir l'ensemble des priorités à mettre en œuvre parce qu'il connaît bien sa commune et le pompier connaît bien les méthodes d'intervention sur le terrain. Et dès que ça dépasse plusieurs communes, c'est monsieur le préfet qui prend cette mission de directeur des opérations et qui coordonne l'ensemble des moyens mis en place. Voilà.
Après, pour insister sur le côté dangerosité de franchir une barrière, je crois que c'est important de rappeler aussi à vos auditeurs que il faut pas 2 mètres d'eau pour emporter une voiture. Hein. 30 cm suffisent. Donc les gens pensent que dès lors que l'eau n'arrive pas à hauteur des portières, il n'y a pas de danger et c'est de franchir parfois des gués. Il suffit juste que l'eau touche sous la voiture, donc 20-30 cm ça suffit, pour emporter la voiture et mettre les gens dans des difficultés et nous imposer une intervention urgente de sauvetage. Vous avez des exemples d'interventions qui se sont passées comme ça dernièrement Chaque inondation, malheureusement, sur Verdun, mais j'ai l'exemple sur Cassel-Sarrazin aussi, on a vu une personne qui, avec un enfant en plus, avait été emporté, a voulu sortir de la voiture quand il a vu, parce que souvent le scénario est toujours le même. Les gens pensent que ça va passer, la voiture se soulève, commence à dériver un petit peu, les gens paniquent, sortent de la voiture, se retrouvent eux à leur tour emportés par les eaux et ils se sont retrouvés accrochés à des pommiers. Et il a fallu l'intervention de sauveteurs nautiques dans des conditions très très difficiles. Hein. Ils ont risqué leur vie et d'ailleurs ils avaient été médaillés par monsieur le préfet à cette occasion pour aller récupérer les gens, les ramener en terre sèche pour assurer leur sécurité. Donc vraiment un message de prudence à rappeler, à marteler. Une barrière marquée inondation, je ne franchis pas la barrière, même si je pense que ça va passer, même si j'ai un 4x4, même si je crois que c'est peut-être un petit peu superflu comme précaution, ce n'est pas superflu. Et une fois que cet événement catastrophique est passé, finalement, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que vous dites, pour pas que ça recommence, Stéphane Thuillère, qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple, à Verdun-sur-Garonne? Alors oui, il y a une suite parce qu'il y a l'avant, il y a le pendant, il y a la décrue. Et donc c'est là où la crue de janvier 2022 a été particulière parce qu'il y a une coordination. Du coup, les pompiers sont restés, la Croix-Rouge, la protection civile et les services techniques sont allés accompagner tous les administrés qui avaient été touchés par la crue pour les aider à remettre en état un petit peu leur habitation ou déblayer tous les dégâts causés par l'inondation. Donc celle-là était particulière, et particulièrement intense. Et même les services techniques étaient allés récupérer tous les déchets qui étaient mis sur le bas-côté des routes pour faciliter l'évacuation par les administrés. Ensuite, en termes d'apprentissage, chaque inondation est l'occasion de mettre à jour son plan communal de sauvegarde en se rappelant ce qui a bien fonctionné, ce qui a dysfonctionné, notamment en termes de gestion de l'information. Malgré l'existence d'un téléphone d'astreinte sur la commune de Verdun pour que les administrés puissent appeler, on s'est rendu compte de cette notion d'information au public, aux administrés, et d'avoir une cellule dédiée et présente tout le long de la crue. Là où avant on se disait c'est bon, on a une personne, sauf que là on a dû gérer les séquences de jour-nuit pendant 4 jours d'affilée. Et en termes d'amélioration, côté Verdun, c'est quelque chose maintenant qui est acté. Quelles seront les personnes qui prendront le relais, quoi. Et aussi en termes de détails sur les fiches d'action en cas de crue. Donc ça a été mis à jour et peut-être une originalité qui est mise en place depuis cette année au niveau des services de l'État. Il y a des exercices d'entraînement aussi, donc qui sont nommés prépa-risques. Il y a la crue, il y a les feux de forêt, matières dangereuses ou autres. Donc sur ce sujet, la commune de Verdun a participé à des séances d'entraînement qui s'adressent aux élus en particulier. Donc ça aussi là, c'est les élus qui choisissent de participer ou pas pour s'entraîner. Pour s'entraîner. Voilà. D'accord. Ça, si vous me permettez, c'est important parce que effectivement, il faut que chaque commune soit un peu maître du risque qui pourrait arriver dans leur commune. Tous les maires n'ont pas encore leur plan communal qui permet effectivement de sauvegarde, qui permet d'organiser les moyens de la commune à faire face à un risque, d'identifier, comme monsieur le maire vient de le dire, les personnes référentes, parce qu'on sait que quand on a une catastrophe qui arrive, ce sont les premières minutes qui sont importantes. C'est là où on peut basculer entre le danger des victimes ou pas. Et quand on est préparé, on gagne du temps, on va plus vite et on sauve. Donc j'insiste, parce que dans vos auditeurs, vous avez aussi des maires qui n'ont pas encore établi leur plan communal de sauvegarde. C'est important de le faire. Toutes les communes ont des risques différents, mais ont des risques et donc il faut pouvoir le faire. L'autre point peut-être aussi sur lequel je voulais insister, ce que disait le colonel Théron, c'est on est acteur, c'est important, on est acteur de la gestion de crise, chacun est acteur. Donc quand on reçoit un message alerte orange orage ou alerte orange inondation, on peut déjà faire des choses chez soi. Quand on a un orage de grêle qui arrive, fermer ses volets, mettre à l'abri les objets qui peuvent voler, voilà, on participe à la gestion de crise par cela. Et en allant sur les sites qui sont accessibles à tous, de Météo France ou de Vigicru, on peut voir la progression du phénomène et savoir sa maison, si on va être dans la zone à fort danger ou pas. Ça aussi permet à chacun et à chacune de pouvoir anticiper et de se préparer.
Alors on a parlé du risque nucléaire, du risque d'inondation, mais est-ce qu'il y a d'autres risques dans le département, des risques Céveso par exemple, d'autres risques industriels, risque inondation, mais risque de feu de forêt Est-ce qu'il y a des niveaux par rapport, des niveaux d'alerte par rapport aux autres départements dans le Tarn-et-Garonne de ce côté-là? Oui, on a dans le département, on a 5 sites Céveso importants, qui sont souvent des zones de stockage de gaz, de stockage de produits qui peuvent soit exploser, soit s'enflammer. Et donc autour de ces zones à risque, on définit un périmètre Céveso sur lequel il y a un certain nombre de choses à faire en cas de crise. Ça nécessite aussi que l'entreprise qui est sur ce site Céveso soit en lien direct et une connexion très rapide entre les services de secours, entre les services de la commune, de la préfecture, pour qu'en cas de risque, on puisse agir rapidement. On a le risque incendie, et encore récemment, à Montèche, on a eu un départ de feu qu'on a cru ne pas pouvoir maîtriser facilement, puisqu'il y avait beaucoup de vent. Et donc, le feu s'est propagé à travers les feuillages des arbres, donc allait très vite, avec le risque de passer l'autoroute et de prendre sur un autre massif forestier qui était derrière. Et donc, et là, il a fallu effectivement qu'on mette tout en œuvre. Et on adapte, je dirais, la manière de réagir à la progression aussi du risque. Le risque incendie, c'est typique. On ne sait pas à l'avance. On a beau connaître le vent, on a beau connaître un certain nombre de paramètres. On fait des hypothèses de progression. Et puis, en fonction de changements, ça peut complètement changer soit d'orientation, soit de densité. Là, heureusement, à Montèche, c'est le vent qui s'est arrêté à la tombée de la nuit, qui est retombé. Donc, l'incendie s'est ralenti. Et donc, finalement, on a pu maîtriser le feu dans sa course et non pas en le contournant. Mais ça aurait pu être plus grave. Donc, on a ce type de risque. Malheureusement, on est traversé par 2 autoroutes. Et sur ces autoroutes, circulent il y a des transports de matières dangereuses. Des transports de matières dangereuses. On peut avoir soit le risque pollution des terrains avoisinants, si on a un déversement d'un produit qui est polluant, soit des risques d'incendie ou d'explosion, et auquel cas il faut intervenir très vite. Très vite, ça veut dire on coupe la circulation, mais quand on coupe la circulation, il faut savoir que la circulation, il faut la diffuser ailleurs. Et ne pas l'envoyer sur des axes où on pourra avoir un autre danger. Donc voilà, tout ça, ça se coordonne, ça se prépare, ça s'anticipe. Et avec le conseil départemental notamment, qui a des routes départementales, on a des plans où on prévoit des itinéraires bis pour pouvoir réorienter la circulation. Et du côté du SDIS, parce que vous nous avez dit une grosse infrastructure, 1200 personnes, des spécialistes notamment sur les cours d'eau, les inondations, mais j'imagine que vous n'avez pas forcément tout le temps des spécialistes, par exemple, sur un train qui déraillerait avec des matières dangereuses, etc. Comment se fait le lien là avec peut-être vos collègues des autres départements au niveau régional ou national ? En fait, nous sommes coordonnés au niveau opérationnel par ce qu'on appelle la zone de défense. Nous dépendons de la zone de défense de Marseille. Et donc, c'est à ce niveau-là que se font les renforts. Alors, à la fois, nous partons chaque année en renfort dans les départements extérieurs, notamment en feu de forêt. Nous partons dans le département de l'art méditerranéen, essentiellement l'été. Mais aussi, on peut partir, si on prend des inondations, on a différents groupes d'inondations. On appelle ça des GAI, des GPI, des GSI. Bon, bref, beaucoup d'acronymes. Mais en gros, en fonction du risque que nous allons couvrir chez nos collègues, nous mettons plus de sauveteurs ou plus de matériel de pompage, puisqu'en fait, notre action sur inondation, elle part du sauvetage, donc c'est des gens qui vont aller dans l'eau pour porter secours, mais ça se termine aussi par pomper les caves, souvent, parce que l'eau part pas toute seule. Donc voilà, toute cette gamme est couverte, et donc les secours que nous, on peut apporter à nos collègues, c'est aussi eux qui peuvent nous les apporter. Sur le feu Montèche, comme disait monsieur le préfet, par exemple, nos collègues sont venus de toute la zone, puisqu'effectivement, il y a une montée en puissance qui est très rapide. C'est une zone, la zone sud, qui est très opérationnelle. Et donc, sous l'égide après de monsieur le préfet, on peut avoir des moyens qui arrivent rapidement. Et comme les sapeurs-pompiers, la formation est la même sur l'ensemble du territoire national, c'est des moyens qui viennent s'interfacer avec nos forces de façon tout à fait naturelle. Et très rapidement, il n'y a plus de pompiers d'ici ou d'ailleurs. C'est des sapeurs-pompiers qui arrivent à travailler ensemble avec beaucoup d'efficacité. Voilà pour ce tour de table sur cette émission spéciale, sur cette journée du 13 octobre, deuxième journée, intitulée « Tous résilients face au risque ». Monsieur le préfet, je vous avais dit que j'aurais une question piège. Non, elle n'est pas piège, mais entre les alertes météo, les exercices de prévention, les annonces TV, radio, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il ne faut pas craindre à un moment qu'il y ait une sorte d'effet de psychose face à tous ces risques majeurs potentiels, ou au contraire même peut-être un désintéressement, c'est-à-dire « Oh, encore une alerte orage, encore une alerte ».
Mais vous avez complètement raison. Effectivement, on est dans un contexte, et on le voit encore ce week-end, ce qui se passe notamment en Israël, où le risque attentat pourrait créer une sorte d'anxiété collective généralisée. Et donc, il faut mesurer. C'est pour ça que les alertes, on réfléchit beaucoup avant d'envoyer une alerte, parce que justement, il ne faut pas habituer les gens à se dire, il y a une alerte, mais finalement, il ne s'est rien passé chez moi. Parce que quand on fait une alerte orage-grêle, c'est très ponctuel. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont recevoir l'alerte et qui vont ne rien voir. Et la prochaine alerte, il faut dire, voilà, il faut calibrer notre sensibilisation. Il faut quand même se préparer à ce type d'éventualité, d'inondation, de risque feu. On voit qu'avec le changement climatique, ce n'est pas qu'un mot, que les feux sont plus puissants, sont plus récurrents. Les inondations, on en a régulièrement. Et donc, chaque commune, chaque habitant peut être touché par un risque. Donc, peut-être retenir, parce que dans tout cela, pour répondre, c'est quoi ? C'est quand on a une alerte, la prendre au sérieux, écouter les instructions, ne pas téléphoner. Et ensuite, on s'adapte en fonction du risque, en écoutant ce que peuvent dire les acteurs qui vont gérer cette crise. Du coup, on est le 13 octobre. Il y a un programme chargé, j'imagine, pour vos services à la préfecture. Par quoi ça passe, à part cette émission de radio sur les ondes de CFM? Qu'est-ce qui se passe tout au long de cette journée du 13 octobre et en résonance même sur tout le mois, si j'ai bien compris, monsieur le préfet? L'idée, c'est d'abord d'informer. Donc, ce 13 octobre, on va donner beaucoup d'informations sur les types de risques, ce que chacun peut faire dans la gestion de crise. Et pour habituer les gens à bien gérer, à bien anticiper, on va faire des ateliers avec le partenariat des communes, des collectivités, des acteurs de la sécurité pour faire de sortes de simulations et de diffuser cette information. Ça touche toutes les populations, ça touche les écoles notamment, et donc travailler aussi avec les plus jeunes, parce que je dirais que cette crise, ça fait partie de l'éducation. Il faut pouvoir anticiper très jeune, et donc d'informer dans les écoles, ça participe aussi. Donc on va essayer de toucher tous nos publics avec différents modes d'information, de sensibilisation, pour préparer au mieux la population à la gestion de crise. Ouais, on trouve ce programme sur le site de la préfecture du Tarn-et-Garonne. Tout à fait, sur le site intranet et internet de la préfecture du Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être venus participer à cette émission spéciale aujourd'hui. Vincent Roberti, préfet du Tarn-et-Garonne, colonel Olivier Théran, des services départementaux d'incendie et de secours, madame la directrice déléguée de la centrale nucléaire de Golfech, Anne Poirier, Marie-Claude Berly, Stéphane Thuillère, maire de Verdun-sur-Garonne. Merci à vous d'avoir participé à cette émission spéciale, diffusée sur les ondes de CFM, en podcast sur cfmradio.fr et sur les réseaux sociaux également. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.